Alors, voilà, bonsoir à tous. On va attendre quelques minutes, histoire que les gens arrivent. On espère que l'horaire fait qu'on est pas mal de personnes, parce que, en fait, ce soir, le but, c'était un petit peu de vous faire parler aussi, puisqu'on voulait répondre à vos questions. Demain, on peut du coup parler quand même du live de demain. Du coup, on va faire un peu, voilà, on en parle. Donc, on accueille Fertilab, la clinique Fertilab qui se trouve à Barcelone, dont on a eu beaucoup de bons retours et puis avec qui on a discuté déjà avec la coordinatrice, le médecin, etc. Et c'est vrai qu'on pense que c'est une très bonne clinique qui pourrait vous être proposée en tout cas. Mais vous pourrez poser les questions donc demain. Et ça sera à 12h30 sur ce même groupe. Voilà. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Il Si, y a si, trois personnes. on se voit. Voilà, donc l'idée ce soir, c'était parce que c'est vrai que ce soit toi, Julie, ou moi, on fait des appels d'orientation. Alors, il y a certains appels qui sont des appels gratuits de 20 minutes, c'est vraiment pour débroussailler un petit peu les choses. Et puis, il y a des appels, moi j'en fais souvent avec les personnes en Suisse, toi tu fais plus avec les personnes en France, justement, et où on va aller plus en amont, vraiment discuter avec les personnes de leurs besoins, de ce qu'elles souhaitent, les écouter et puis trouver une clinique qui soit adaptée aux personnes. Et l'idée, c'était de se dire, on peut faire ces séances finalement en groupe parce qu'il y a souvent des questions qui sont récurrentes. Finalement, on passe en revue finalement un peu les mêmes questions. Après, c'est vrai que bah, bien sûr, on ne peut jamais être aussi personnalisé quand on a la personne comment dire, en one-to-one, mais disons que l'idée, c'était de répondre un petit peu aux questions qui sont le plus souvent posées lors de ces séances. Et alors, bonsoir. Voilà, donc je te laisse Arrivé. gérer, voilà. Et puis, donc, l'idée, c'était de répondre un petit peu à ces questions. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Nous, de toute façon, on a des idées aussi de ce qu'on voulait parler. Moi, ce dont j'avais envie de parler ce soir, alors sauf si vous avez déjà des questions maintenant, mais c'était de nouvelles techniques qui apparaissent, dont on entend parler de plus en plus souvent. Alors, voilà, j'en ai entendu parler déjà il y a 6 mois, puis de plus en elles reviennent, etc. Et puis j'ai voulu quand même questionner les médecins à ce sujet. Et puis aussi voir des webinaires. Alors, il y a beaucoup de webinaires qui sont faits par les médecins en anglais. Donc, ça permet aussi, alors, il y en a, parce que souvent, c'est aussi pour d'autres médecins. C'est vrai que les cliniques, entre elles, quand même, on dialogue beaucoup. Elles apprennent entre elles, hein. Et il y a des cliniques qui font beaucoup de webinaires, justement, pour parler de nouvelles choses. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les cliniques sont en constante essai, finalement, de nouvelles propositions pour vous aider. Donc, alors, notamment, les trois choses dont je voulais parler, et puis on discutait juste avant avec Julie, c'était qu'on allait interroger une de nos cliniques partenaires à ce sujet, et c'était donc le PRP, le rajeunissement ovarien, qui est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Alors, c'est vrai que c'est Ivy, comme souvent, qui est venu sur le devant de la scène avec ça. Et puis maintenant, de plus en plus de cliniques le proposent aussi. Puis, est-ce que vraiment il y a des bons retours? Qu'est-ce qu'on peut en espérer, etc. Il y a aussi maintenant le PGTA, donc le screening préimplantatoire non invasif. Donc là, on ne va pas faire de la biopsie de l'embryon, mais on va prendre en fait le médium dans lequel l'embryon est cultivé. Alors, j'ai plusieurs sons de cloche de clinique, donc il faudra tirer ça au clair, mais ce que j'ai compris,
c'est que en fait, ce sont encore des techniques qui sont en train d'être testées. Et donc, les protocoles ne sont pas encore établis. Donc, je vous expliquerai après parce que c'est assez intéressant de voir un peu du point de vue des cliniques. Puis après, on interrogera évidemment les cliniques plus tard à ce sujet. Et puis, la troisième chose, c'était donc PRP, diagnostic préimplantatoire non invasif. Et c'était Le Kiracha. le KIR-HALA, voilà. Donc, c'était les trois choses qui aussi, de plus en plus, il y a des personnes, quand il y a des échecs d'implantation ou des fausses couches qui s'attardent là-dessus. Et puis, voilà, un petit peu, j'ai aussi regardé des choses, lu un peu de littérature. Puis l'idée, c'était de faire un point sur ces techniques. Puis peut-être aussi, vous avez des choses à dire. Alors, et puis, je vois qu'il y a déjà une question, c'était les différentes entre la Suisse et l'étranger, ça, très volontiers, c'est ma spécialité, donc je vais en parler après, puis peut-être tu feras la même chose avec la France ou on fera ensemble. Alors, une chose, c'était le PRP, le rajeunissement finalement des ovaires, puis toi, Julie, il y a aussi le rajeunissement de l'endomètre qui peut être possible. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce sont des techniques qui sont encore expérimentales. C'est-à-dire que les cliniques l'utilisent, hein, elles le font, mais sur des groupes de patients, c'est des choses que les cliniques font déjà payer parce qu'elles font des expériences sur les patients. Alors, elles savent que ce n'est pas dangereux, ça c'est une chose, hein, elles ne vont pas faire expérimenter des choses qui sont dangereuses, mais elles ne savent pas vraiment Elles ont vu, notamment par rapport au PRP, elles ont vu, il y a des études qui ont montré qu'il y a certaines... il y a des choses positives, il y a des évolutions positives, notamment en termes d'AMH. Donc, on voit que l'AMH monte un petit peu. Alors, le médecin disait, que j'écoutais hier, disait que c'est un peu compliqué parce qu'on sait que l'AMH quand même fluctue d'un mois à l'autre. Donc, c'est compliqué. Puis quand elle monte, l'AMH, on ne sait pas exactement voilà, si c'est peut-être elle peut monter par rapport aussi à d'autres facteurs, typiquement le stress qui a été fait les mois d'avant. On sait que le stock d'ovocytes qui sont disponibles pour un mois donné, c'est en fait tout ce qui est en préparation pendant 3 mois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça fluctue. Et puis, ce qu'il disait, c'est qu'on peut voir quand même des variations de l'AMH, plutôt une remontée. On peut voir aussi des personnes qui ont plus de follicules. Donc ça, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que souvent, le rajeunissement ovarien est fait dans une situation où c'est des femmes qui ont au-delà de 40 ans. Le souci, c'est qu'on sait qu'il y a un souci de qualité, c'est-à-dire on a le problème de l'anaploïdie, c'est-à-dire que de plus en plus d'embryons n'ont pas le bon nombre de chromosomes. Plus on approche, alors à partir de 35 ans, il y a vraiment une descente, puis plus on approche de 40 ans, moins il y a d'embryons qui ont le bon nombre de chromosomes. Et ça, au niveau du rajeunissement ovarien, on ne peut pas travailler ça. C'est vraiment un travail au niveau du stock. Et le médecin disait que c'est vraiment, lui, l'expérimente. C'est-à-dire qu'il fait un rajeunissement ovarien, donc il injecte En fait, on prélève dans le sang de la patiente du facteur de croissance. On va y mettre dans une centrifugeuse pour séparer la partie du sang, le plasma, puis ce facteur de croissance. Il l'injecte dans les ovaires, ou ça peut se faire aussi dans l'endomètre pour faire la régénération. Et en gros, on attend que ça se régénère. Et ce qu'il disait, c'est que en fait, chaque mois, il va ensuite monitorer le cycle de la patiente. Et dès qu'il va voir que le cycle est plus favorable que le cycle d'avant, il va faire une stimulation et ponctionner. Donc, il disait, moi, je ne sais pas vraiment si c'est grâce à ce PRP que ça augmente vraiment le nombre de follicules ou tout simplement c'est un effet naturel. Mais en tout cas, il y a des promesses parce qu'il y a eu des patientes qui n'avaient plus de cycle et qui, tout d'un coup, avaient des nouvelles follicules. Donc, on a l'impression que ça marche, mais on ne sait pas à quel niveau. Et la limite du PRP, c'est vraiment ce côté vieillissement en fait, des ovaires parce qu'effectivement, ça régénère dans le sens qu'on a des follicules, donc on a la capacité d'avoir des ovocytes, mais au niveau de la qualité, ça ne travaille pas. Alors, ce que disait le médecin, c'est qu'il ajoutait à ça des molécules type coenzyme Q10, etc. Donc, il essayait en fait pour pouvoir vraiment travailler sur la qualité. Donc voilà, c'est ça. Et il n'y a pas vraiment d'études qui montrent alors, ils ont fait des statistiques sur des groupes de personnes.
on a pu voir des naissances, mais on ne sait pas si c'était des naissances parce que de toute façon, c'était sur ce groupe de femmes, devait avoir de toute façon une grossesse et une naissance, ou si c'était dû au PRP. On a très peu de moyens de le contrôler. Alors, on peut le faire avec des groupes de contrôle, mais il n'y a pas eu de résultats incroyables en termes de naissance. Donc voilà, mais il disait ça vaut la peine en tout cas d'essayer parce que à un moment, quand on ne veut pas, pour des questions alors, soit psychologiques, utiliser des ovocytes, soit aussi ça peut être culturel, hein, on ne peut pas utiliser des ovocytes d'autres femmes, notamment chez les musulmans. Voilà, exactement. Bah, il faut essayer en fait des stratégies et ça peut être une solution. Voilà. Après, c'est vrai qu'avec Julie, on vous dirait, ça vaut aussi la peine de préparer son corps en amont aussi. Comme ça, on a la quantité et puis on a aussi la qualité. On travaille sur la qualité parce que c'est vrai que là, clairement, la qualité, on ne peut pas la travailler avec un PRP. Donc ça, c'était intéressant. Après, une autre avancée que j'ai trouvée très intéressante, c'était le diagnostic préimplantatoire, donc le screening préimplantatoire. PGTA, où on va avoir justement la recherche des aneuploïdies, donc les embryons qui n'ont pas le bon nombre de chromosomes. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une culture jusqu'au stade de blastocyste, donc jusqu'au J5, J6. On va prélever des cellules, donc la clinique doit être vraiment, elles font ça avec laser, microscope, toutes les précautions. Et ensuite, on congèle l'embryon pour pouvoir tester par diagnostic préimplantatoire. La chose c'est que quand même, cette biopsie, on sait qu'elle peut être amenée à une fragilité de l'embryon. Et l'idée maintenant, c'est de trouver comment on peut ne pas faire cette biopsie parce que potentiellement, ça peut fragiliser un embryon qui est déjà fragile. Et l'idée était du coup, parce que quand l'embryon il est en culture, il va évacuer en fait de l'ADN. Et si on peut prendre cet ADN, analyser cet ADN, eh bien, on peut aussi faire un screening préimplantatoire, savoir si l'ADN a le bon nombre de chromosomes. Alors, donc de nouveau, je suis allée regarder un petit peu ce que les études, ce que dans les webinaires, les médecins disaient, etc. Et ce que j'ai relevé, c'est que, alors, et ça, voilà, c'était quelque chose, c'est que plus on est loin de l'embryon, moins on est efficace. C'est-à-dire que déjà, quand on fait une biopsie sur un blastocyste, on va prélever ce qui est autour du blastocyste, donc ce qui va faire être le placenta. Et on sait déjà que c'est ce qui est autour de ce qui va devenir l'embryon, ce qui est éloigné de l'embryon, a déjà 2% de statistiques d'être différent de ce que sera l'embryon. Ça veut dire qu'on sait que quand on fait un string préimplantatoire, on est sûr à 98% ou 98% pour les Suisses que le résultat sera bon. Donc, il y a toujours 2% d'incertitude. Et plus on est loin de l'embryon, donc là, c'est le médium, donc c'est l'ADN que rend l'embryon, eh bien, on peut aussi avoir un biais. Et ils ont comparé, en fait, des embryons où ils ont pris l'ADN dans ce liquide et de l'ADN par biopsie, et ils ont vu s'ils avaient le même résultat. Et en fait, à 80%, ils avaient le même résultat. Donc, c'est assez fiable, mais ce n'est pas complètement fiable. Donc, donc, j'ai posé la question à différents médecins, à Reprofit, à Vida Fertility, à Ferticentro pour avoir un petit peu leur feedback. Ils me disent qu'ils sont tous en train de le tester. Parce que ils connaissent pas encore la fiabilité de ça, mais ça peut montrer un intérêt justement quand on veut pas fragiliser un embryon, quand il y a vraiment déjà des fragilités au niveau de l'embryon. Reprofit, le médecin de Reprofit me disait que c'est bien parce que ça permet de faire une sélection des embryons, de savoir lequel on va prioriser, lequel on va d'abord transférer. Par contre, pour lui, pour le moment, et le médecin de Ferticentro était d'accord avec cette idée-là, c'est que pour le moment, on n'est pas assez sûr que ce soit une technologie sûre pour vraiment écarter des embryons en disant celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. Donc, c'est plutôt une question de prioriser celui qu'on va transférer. Mais par contre, on ne va pas écarter des embryons comme on le ferait avec le diagnostic préimplantatoire. Et le docteur Silva de Ferticentro me disait, il pense que d'ici 7-8 ans, ce sera la technologie qu'on utilisera. Mais il faut encore... donc 7-8 ans, ça me paraît long, mais bon, on va voir. Mais pour lui, ça
ça sera une technologie du futur, quoi. Mais c'est très prometteur, c'est génial, mais il faut qu'ils fassent les tests. Et il me disait aussi que il y a plein de laboratoires qui le font. Il faut aussi voir la fiabilité des laboratoires. À quel moment aussi on va prélever ce liquide. Vida Fertility disait plutôt au début, donc on peut analyser le liquide pour pouvoir faire un transfert frais. Ferticentro, lui, il va plutôt prélever le liquide aussi à J5, donc on est obligé de congeler l'embryon parce qu'on ne peut pas le tenir hors de l'embryon. Donc voilà, ils veulent voir à quel moment le liquide va être le plus proche de ce que sera l'embryon. Du coup, voilà, c'est une musique d'avenir, mais c'est déjà utilisé, ils le proposent pour justement dans des cas où on ne veut pas fragiliser l'embryon, on ne veut pas faire une biopsie. Et puis, la dernière chose, c'était le Kirachaela. Alors ça, c'est très compliqué. Franchement, j'ai essayé d'écouter une biologiste parler de ça. Enfin voilà, c'est compliqué. Mais en gros, si on veut simplifier, parce que moi j'aime bien essayer de simplifier les choses, c'est que on a un système immunitaire. Notre système immunitaire, il est fait pour rejeter les corps qui sont étrangers, sauf justement tout ce qui est bactéries, virus. Il y a juste un paradoxe immunitaire qui est pendant la conception, c'est que notre corps est fait normalement pour accueillir un embryon et de ne pas le rejeter. Donc là, c'est tout un mécanisme. Il y a plein de lymphocytes, de branches immunitaires qui travaillent. Il y en a qui s'abaissent, qui remontent. Enfin, Virginie de Fertili nous explique toujours ça très. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment une danse des lymphocytes qui se. Voilà. Et en fait, la chose est, c'est que. Alors, ce qu'on voit dans Fertile, c'est que quand le système immunitaire est déréglé, eh bien, cette danse ne peut pas se faire, c'est mal orchestré. Et puis, dans les recherches de Kirachaela, on voit aussi qu'il y a différents types de phénotypes au niveau de l'immunité. Mais c'est très compliqué. Et en gros, on peut voir que il peut avoir, c'est vrai qu'il y a des phénotypes qui sont plus compatibles et ça peut être aussi quand il y a une incompatibilité de phénotype, ça peut être une des raisons de fausses couches ou d'échec d'implantation. Alors, de nouveau, je parle bien au conditionnel parce que ce n'est pas une certitude. Ce qu'ils disent tous, c'est que l'immunité, c'est quelque chose de très complexe, qu'on n'est pas du tout encore, qu'on ne connaît pas, voilà. Que ça pourrait être une bonne solution pour comprendre les problématiques. Donc, c'est pour ça qu'ils font un petit peu des tests justement quand il y a un don, de pouvoir plutôt prendre une donneuse qui a une compatibilité avec la receveuse pour qu'il y ait moins de rejet. Mais le souci, c'est que l'immunité, il y a ce côté de phénotype, mais l'immunité, elle est aussi dépendante de beaucoup de facteurs et c'est tous les facteurs environnementaux, toutes les choses internes, le stress, etc. Enfin, tout ce qu'on sait déjà et que du coup, ça, c'est une chose sur laquelle on peut travailler, en tout cas en médecine, mais on ne pourra pas régler que avec ça. Et ça, c'est l'étude que j'ai lue qui disait voilà, que finalement, c'est prometteur, mais que comme il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, on ne peut pas donner une conclusion en se disant, voilà, en prenant une donneuse qui a le même KIR de la receveuse, ce n'est pas à 100% qu'il y aura une implantation et pas de rejet. Après, aujourd'hui, c'est une technique vraiment utilisée en dernier recours parce qu'ils ne trouvent pas de solution et qu'ils ont besoin de réponses particulières. Voilà. Des échecs très répétés. Disons que c'est une réponse de la médecine parce que pour le moment, la médecine ne va regarder que le côté vraiment biologie au niveau de l'endomètre, etc. Après, c'est vrai que quand on est plutôt dans la médecine intégrative systémique, c'est que c'est le système et puis ce n'est pas qu'à l'endomètre. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que, mais même le médecin disait que le problème de l'immunité, c'est qu'elle varie et elle varie au cours du temps, pendant la période d'implantation, et elle varie pendant les mois, de mois en mois, oui, c'est ça. Selon plein de choses. Donc voilà. Donc ça, mais voilà, c'est intéressant et je pense que ça vaut la peine peut-être de se renseigner. De se renseigner et puis pourquoi pas d'utiliser ça, mais je pense que
vaut mieux essayer plusieurs techniques complémentaires. Parce que ce n'est pas une certitude. Voilà. Et puis voilà. Alors, est-ce qu'il y avait des... Ouais, il y avait une question du coup sur le coût du PRP. J'ai eu la réponse entre-temps. On est à 900 € par injection, en sachant qu'ils en recommandent 2 pour que ce soit efficace au niveau des ovaires. Et en fait, dans les 900 €, c'est à peu près 500 € l'injection et 400 € pour l'anesthésie, en fait. Donc ça, c'est chez Vida Fertility, j'imagine, Ouais. c'était la réponse si rapide. Effectivement, alors ce que disait le médecin, et c'était un médecin d'IVF Spain qui parlait, c'était un médecin grec, je ne me rappelle plus, qui disait comment ça se passait chez IVF Spain, lui disait effectivement ce qu'il fait en fait. Comme de nouveau, c'est quelque chose qui est expérimental, il ne veut pas faire d'anesthésie pour rien. Donc ce qu'il fait, lui, c'est qu'il fait une stimulation. Quand il voit qu'il y a des ovocytes à prélever, à ponctionner, ah oui, il le fait en même temps que la ponction. Il le fait en même temps que la ponction. Comme ça, il ne va pas faire d'anesthésie juste pour le PRP. Donc, je trouvais ça assez intelligent. Donc, il va ponctionner des ovocytes, ce qui peut ponctionner. Il va injecter ce plasma dans les ovaires en même temps que la ponction. Et puis ensuite, il va monitorer les cycles suivants. Alors, il disait que normalement, il fallait quand même attendre 3 mois pour qu'il y ait un effet. De nouveau, cette histoire de cycle des ovocytes, des ovaires qui se régénèrent. Mais lui, comme il ne savait pas exactement, on ne sait pas exactement comment ça marche, voilà. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'à partir de là, il monitorait. Donc, il monitorait le cycle d'après, et dès qu'il avait quelque chose de positif, c'est-à-dire un cycle où il pouvait ponctionner, il ponctionnait, puis après, il réinjectait. Donc, en fait, c'est un peu voilà. Oui, du suivi plus. Voilà. Alors, je ne sais pas s'ils font ça avec des patients d'étrangers, j'imagine, mais j'imagine qu'ils font aussi beaucoup ça avec les patients locaux. Hein. On sait que dans les cliniques en Espagne, il y a quand même une partie de personnes en local et je pense que c'est plus facile pour eux. Maintenant, l'Espagne, ce n'est pas compliqué pour essayer de le faire. Voilà. Après, les prix vont varier entre les cliniques. Mais je trouve que c'est pas... ça dépend combien d'injections il faut faire. Voilà. De nouveau, ça dépend. Et puis... Après, s'il y a un résultat positif et que tu fais une FIV et 2 injections, c'est toujours moins cher. Oui. Voilà. Ah oui, clairement. Alors, ce qui peut être intéressant, du coup, ce serait parce que ce que propose IVF Spain ou... alors, ce n'est pas que les autres cliniques ne le font pas. Hein. De nouveau, ce n'est pas que les autres cliniques ne le font pas, c'est juste que c'est eux qui ont une proposition d'un traitement. C'est ce qu'on appelle les multistimes. Donc, il y a duostime ou triostime, c'est-à-dire ils vous donnent en fait un tarif. Souvent, c'est pour des femmes un peu plus âgées, donc on fait aussi un diagnostic préimplantatoire. On fait donc stimulation, ponction. On va congeler les embryons et on va prélever avant du matériel pour pouvoir le tester en DPI. Ensuite, on refait une autre FIV pour pouvoir, en fait, on fait de l'embryo banking. Donc, on va stocker en fait des embryons et ensuite on part en screening préimplantatoire pour tester le matériel génétique des embryons. Alors, j'imagine que ça peut être quelque chose d'intéressant à faire puisque si on fait par exemple une stimulation, une ponction, puis qu'à ce moment-là, ils injectent, après, peut-être que Vida Fertility, eux, ils injectent même sans ponction au préalable. Et j'imagine que c'est fait aussi, puisque c'est fait aussi sur des femmes qui sont en ménopause. C'est ce que disait le médecin. Ouais. Donc, voilà. Mais de manière usuelle, lui, il n'aime pas le pratiquer juste pour le pratiquer, en fait. Oui, ça peut faire beaucoup, quoi. Vu qu'on n'est pas sûr des résultats. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils veulent... Alors, c'est clair que comment dire, les anesthésies qu'on a pour les ponctions, c'est des anesthésies légères, mais toute anesthésie peut être quand même un danger. Donc, on ne va pas faire une anesthésie pour faire un simple acte. Enfin, voilà. Mais j'ai entendu déjà des cliniques qui le faisaient juste comme ça, clairement. Du coup, la différence entre la Suisse et l'étranger? Alors, y a beaucoup de différences. Alors, déjà, je pense que vraiment au niveau des propositions, typiquement, alors, diagnostic préimplantatoire,
de nouveau, c'est un peu le nom générique, mais c'est en fait le screening préimplantatoire, je dévie entre les mots. Ça, c'est une grosse différence entre, là je parle de la Suisse et la France, mais screening préimplantatoire, on peut le faire en Suisse. Quelque chose qu'on ne peut pas faire en France. Donc, clairement, un Français va aller à l'étranger pour faire, s'il veut utiliser ses propres ovocytes. Une Française, un couple de Français va aller à l'étranger pour faire un screening préimplantatoire. Un Suisse n'a pas besoin. Néanmoins, quand même, en Suisse, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors déjà, il y a le tarif qui peut être plus élevé. Donc ça, c'est quand même, voilà. Alors, et puis, c'est un peu compliqué. Enfin, je le sais d'expérience à connaître vraiment les tarifs. Moi, je dis toujours aux personnes, vraiment demander d'avoir un devis complet de tous les actes qu'on va vous proposer, parce qu'à chaque fois, ça s'additionne. Et j'ai l'impression que c'est très difficile à l'obtenir. Alors, bon, il ne faut pas faire de généralité, mais souvent, c'est un peu compliqué, alors que les cliniques à l'étranger sont un peu plus, enfin, c'est un peu, vraiment, elles travaillent avec les devis. Enfin, j'ai l'impression qu'elles ont plus l'habitude de le faire. C'est vrai que quand on additionne les coûts, ben, ça peut être... Après, bon, c'est vrai qu'il y a les coûts du voyage aussi à prendre en compte quand on va à l'étranger. Maintenant, il y a aussi le nombre de traitements. C'est qu'une clinique à l'étranger va faire beaucoup, beaucoup plus de traitements. Alors, ça dépend lesquels, évidemment, hein, mais c'est vrai que quand on va s'adresser à un IVF Spain ou à un Reprofit ou un Ferticentro, ce sont des cliniques quand même qui font beaucoup de traitements par année. Donc, ils ont vraiment un savoir-faire, une expérience et une pratique. Des médecins qui pratiquent ça tous les jours. Les biopsies sur les embryons, on les pratique. Alors, en Suisse, ils le font aussi, mais peut-être pas autant. Donc, oui, on voit quand même la différence entre un gynéco français, du moins. Moi, je suis plus en contact avec les Français, et un gynéco espagnol avec qui je travaille aussi, sur les différentes techniques. Voilà, c'est clair que déjà, il y a moins de patients parce que voilà, il y a moins de patients au quotidien, donc du coup, ils font moins d'actes. Puis il y a aussi moins de connaissances parce que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les cliniques à l'étranger, elles reçoivent tellement de patients compliqués de partout que vraiment, et ça, je trouve super intéressant, c'est qu'elles essayent de trouver des solutions à tout. On a parlé des nouvelles techniques là. Clairement, ça, c'est des nouvelles techniques qui se créent, enfin, dont l'idée quand même vienne de ces pays où on va dire que le tourisme médical est d'usure et d'usage, pas d'usure, est d'usage. Alors, ce tourisme médical, c'est vrai que ça peut être péjoratif, mais d'un autre côté, c'est des pays qui vivent vraiment de ça. Et du coup, elles en font vraiment un plus parce qu'elles sont... Voilà. C'est vraiment des pôles de compétences parce que justement, elles ont des patients qui viennent de l'étranger, qui peuvent payer et du coup se développent. Donc ça, c'est la chose, alors suisse et puis étranger, donc c'est plus le savoir-faire. Et puis bon, il y a le don d'ovocytes évidemment parce que c'est interdit en Suisse. Contrairement en France où c'est autorisé. Alors, c'est autorisé maintenant, mais il y a 2 ans d'attente. Voilà. Et les taux de succès, de toute façon, sont très faibles au niveau du don d'ovocytes en France parce qu'on sait que les donneurs sont beaucoup plus âgés. Et puis, de nouveau, parce qu'ils n'ont pas toutes les techniques qu'on utilise en Espagne, en République tchèque. Là, dernièrement, j'ai un gynéco qui me disait on a 20% de taux de réussite. Oui, avec le don d'ovocytes, ouais, tout à fait. Don d'ovocytes, ouais, tout à fait. C'est ce que j'avais lu. J'étais très étonnée parce que je me suis dit, mais c'est super bas en fait. Et voilà, donc c'est vrai que le problème, c'est vrai que pas toutes les femmes pas tous les couples ont la capacité de payer pour aller à l'étranger. Après, ça augmente un peu selon l'environnement, l'alimentation et autres. Ouais, tout à fait. 20%, c'est celui qui fait rien du tout, c'est ça. Pas forcément, qui ne fait pas attention du moins. Voilà. En fait, et ça, c'est ce qu'on voit avec Fertiline, c'est que finalement, si on a un problème de... Alors, bien sûr, l'âge est un facteur qui fait que on a un stock d'ovocytes qui est limité et une qualité d'ovocytes qui est pas bonne. Mais souvent, c'est aussi le facteur, tout ce qu'on mange, un manque de micronutriments, le stress, etc. Alors, c'est ce qu'on fait avec Fertiline, donc on redresse beaucoup de situations. Mais quand il faut quand même avoir recours aux dons, ça peut aider aussi par rapport à une implantation parce que tous les critères qui font que ça baisse en fait un taux d'AMH
où il n'y a plus de stock de d'ovocytes, sont aussi des facteurs qui peuvent aussi impacter l'immunité, la vascularisation, etc., qui peuvent aussi être un problème pour le don. Donc là, je voyais quelqu'un qui disait qu'elle suivait un programme Fertiling et que avec son AMH bas, du coup, elle devait quand même avoir un don. Eh bien, avec Fertile, le but, c'est pas de pouvoir aider tout le monde avec ses propres ovocytes, mais c'est aussi de pouvoir aider avec le don, parce on s'est retrouvé avec des situations de personnes qui n'ont pas le choix. Voilà, qui étaient en don, parce que je veux dire, de toute façon, au niveau de l'âge, l'âge était trop élevé, et puis le don je veux dire, on ne peut pas faire de miracle non plus, hein, sinon ça se saurait. Mais le problème, c'est que même le don ne réussissait pas. Et ça, c'est un problème parce que souvent, quand il y a des problèmes d'AMH bas, d'insuffisance ovarienne souvent précoce, c'est parce que c'est des facteurs qui sont en fait, c'est votre corps en fait qui a du mal à travailler. Et ça, c'est des choses. Alors, ça peut arriver que ça se règle juste en ayant recours à des ovocytes d'une femme tierce. Et si le facteur, la problématique, elle vient de l'homme, ça ne va pas vraiment aider. Et si la problématique vient du système vasculaire, immunitaire et autres, ça ne va pas. Et souvent, c'est plusieurs facteurs en même temps. Pas qu'un seul facteur. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rajouter quelque chose. Donc oui, 20%. Alors en France, 20%, ça s'explique par plusieurs choses. D'abord, effectivement, parce que souvent les femmes qui ont recours au don, c'est souvent des femmes en dessous de 43 ans. C'est-à-dire que c'est plutôt, voilà, même plutôt vers 40 ans, parce que j'ai vu que même vers 42, 41, 42 ans, même le don, ils refusent. Voilà. Donc, c'est des femmes relativement jeunes, donc vers 40 ans, qui ont du coup des insuffisances ovariennes plutôt précoces. Du coup, si elles sont insuffisances ovariennes précoces, c'est que ça vient d'ailleurs, et pas seulement de la qualité des ovocytes. Et du coup, l'acceptation de l'embryon va pas être super bon. Et il y a aussi l'autre facteur, c'est que les ovocytes viennent de femmes qui sont plus âgées, puisque souvent les ovocytes en France viennent de femmes qui veulent congeler pour leurs propres besoins. Et souvent, les femmes veulent congeler elles se rendent compte qu'elles doivent congeler. La moyenne. Ouais, 32. Donc, c'est clair qu'on se retrouve avec et souvent des femmes qui aussi se retrouvent à 32 ans avec un statut de fertilité qui est amoindri. C'est là où elles se... Voilà, donc forcément, ça se répercute. Donc, c'est tout ce qui explique. Et c'est vrai qu'à l'étranger, dans tous les pays dont on a mentionné, les donneuses, c'est des jeunes femmes qui normalement sont en plein potentiel de leur forme, qui ont plutôt entre 18 et 25 ans, ou qui ont un stock d'ovocytes, et ils choisissent aussi les femmes qui ont des AMH relativement élevés. Donc, forcément, c'est voilà. C'est différent. Voilà. Et puis, par rapport Suisse et France, donc je pense que, est-ce que ça répond à la question, peut-être si la personne pouvait me dire s'il y avait d'autres critères qui rentraient. Donc, voilà, il y a vraiment le tarif. Après, c'est vrai que par rapport à certaines cliniques en Espagne, on va avoir des tarifs relativement similaires. Je pense aux gros mastodontes IV qui ont des tarifs quand même très, très élevés. Donc là, c'est pas plus tarif. Voilà, on va avoir un prix pareil. Après, bon, on sait que nous, on est un peu réfractaire à Ivy par rapport au côté non personnalisé parce que, voilà. Mais par contre, au niveau du laboratoire, c'est clair qu'un laboratoire comme Ivy va être peut-être, je dirais, bien meilleur qu'un laboratoire en Suisse où ils n'ont pas cette expérience. Après, ils ont une grosse expérience. Voilà. Mais il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde que le côté individualisé, alors ça marche sur la quantité. Évidemment, si vous avez beaucoup de monde, sur la masse, ça marche quand même dans une bonne partie des cas. Mais voilà. Il faut juste aller, on n'est pas pressé, qu'on n'a pas de problème particulier. Voilà. Et puis, voilà, faut pas s'énerver. Et puis, c'est vrai que le côté psychologique, quand même, je trouve, comme dans un traitement, mine de rien, est important. Et c'est vrai que quand, moi, je sais que souvent, j'ai des personnes en discussion et quand je vois qu'elles ont vraiment besoin d'être accompagnées, d'être chouchoutées, entre guillemets, dans leur voyage à l'étranger, je dis, c'est pas Ivy qu'il faut aller. Là, il faut plutôt, justement, on voit Vida Fertility, Sophie, elle est au taquet, tout le temps sur son téléphone, à répondre aux questions. Oui, justement, on nous demande quelle clinique on conseille pour le don d'ovocytes.
et pour une FIV avec les propres gamètes. Donc, du coup, Espagne, ça va être Vida. Voilà, Espagne, ça va être... On voit demain. Voilà. Alors, on a plusieurs... IVF Spain. Alors, nous, évidemment, on vous parle de... Il y a plein de cliniques. Hein. Moi, je le dis toujours, il y a 300 cliniques en Espagne. Donc, il y a certainement d'autres cliniques dont on ne parle pas et on s'excuse déjà d'avance qui sont certainement de très bonne qualité et dont on ne parle pas ce soir. Et peut-être qu'on serait amené à travailler avec elles dans le futur parce qu'on voit qu'elles apportent un plus aux patients. Hein. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, nous, on a maintenant plusieurs cliniques avec qui on a des bonnes relations, qui ont cette capacité de vous donner satisfaction, que ce soit pour le traitement personnalisé, pour l'accompagnement, pour le don, effectivement, et aussi au niveau de la localisation. C'est vrai qu'avec Julie, on s'est dit, on réfléchit aussi localisation, parce qu'on se dit, il y a des personnes qui préfèrent aller en voiture, c'est bête, hein, mais qui ont moins de stress à aller en voiture. Moi, j'ai des personnes qui me disent, moi, l'avion, ça me stresse trop, je ne veux pas faire un traitement. Donc, OK, il faut choisir une clinique auquel on prend une voiture. Il y a des gens qui ont de la famille à Barcelone, qui ont de la famille. Donc, on choisit aussi souvent la clinique par rapport aux choses qu'on connaît. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, bah voilà, on a une clinique à Barcelone, c'est Vertilab. On parlait d'Exeus avant, mais c'est vrai que là, on a vu au cours du temps que cette clinique ne donnait pas satisfaction aux personnes et nous, on n'avait pas les réponses qu'on voulait. Donc déjà, on se dit, si nous, on n'a pas les réponses, bah ça va être compliqué. Donc, ce n'est pas le but. Là, on voit qu'avec Fertilab, ils sont au taquet, Vida Fertility, IVF Spain aussi. Alors, Quiron Sadoud, qu'on va accueillir aussi, qui est très intéressante par rapport à la proposition de garantie naissance. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui en parlaient, donc on peut vous en parler aussi, mais je pense que Fabiola sera la plus à même de vous en parler le 20 mai. Donc, on aura une discussion avec elle à ce sujet. Et elle est à Murcia, donc c'est un peu moins accessible, mais c'est vrai que leur proposition de garantie naissance est quand même très intéressante parce qu'elle est quand même beaucoup moins chère. Il y a une garantie naissance aussi chez Vida Fertility, mais elle est beaucoup plus chère. Donc voilà, c'est une côté. Alors la personne disait quelle clinique on propose pour le don d'ovocytes. Je vais vous dire, tristement, c'est aussi une question de sous. Parce que, alors là, on a parlé des cliniques en Espagne. Il y a aussi la clinique avec laquelle on travaille au Portugal, c'est Ferticentro. Alors, c'est un peu moins cher qu'en Espagne. Les techniques sont tout aussi bonnes. Et le plus de Ferticentro, c'est le don non anonyme. Alors, de nouveau, il n'y a pas de meilleur don anonyme, non anonyme, mais c'est vrai que il y a des personnes qui sont plus réceptives, enfin, qui veulent avoir un don non anonyme. Et puis, on a parlé de ça avec le directeur de Ferticentro, et vous pourrez retrouver donc le replay de notre live. Et puis, il y a la République tchèque, et c'est vrai que là, c'est une solution vraiment au niveau financier qui est très intéressante. Parce que c'est pas qu'on va, je le dis toujours, hein, on paye pas un prix paye pas un prix moindre, mais on a une qualité moindre. Non, on a une qualité aussi bonne. La seule différence, c'est, tu aimes bien montrer que c'est l'emballage et le cadeau et l'emballage. C'est vrai qu'en République tchèque, c'est un peu plus, enfin, c'est le minimum en fait. C'est plus modeste. C'est plus modeste, voilà. C'est efficace, mais c'est modeste. En termes d'outils, c'est exactement les mêmes. Voilà. Sauf que la structure est plus modeste que l'Espagne. Voilà. Alors, je dirais la structure de... Alors, je dirais pas la structure au niveau de l'établissement. Enfin, si, l'établissement aussi, quand on visuellement, c'est plus... c'est un peu la différence entre hôpital et clinique, on va dire. Ouais. Voilà. Moi qui les ai vus, hein, je veux dire, quand on va dans une Espagne, dans une belle clinique, c'est super luxe. Quand on va chez Reprofit, bon, ça ressemble à un hôpital. Voilà. Donc, mais c'est efficace. Et puis aussi au niveau de la structure des médecins, dans le sens que les médecins en Espagne ont beaucoup plus de temps à passer du temps avec les patients au téléphone. Donc, ils ont ce temps vraiment pour passer du temps avec les patients, ce qu'ils n'ont pas du tout en République tchèque. Les médecins sont faits pour faire les ponctions, les transferts, donc ce qui est finalement leur corps de métier, et la se fait avec les coordinatrices. Vous pouvez avoir des rendez-vous avec les médecins en République tchèque, mais c'est des rendez-vous de 30 minutes et le délai est plus long. Le délai est plus long.
pas le délai pour avoir un don, mais le délai pour avoir un rendez-vous. Des fois, le rendez-vous est plus long que pour avoir un rendez-vous pour un don. Donc voilà. Mais donc c'est ça, mais c'est vrai que c'est une solution. Et malheureusement, je le dis, c'est l'aspect financier aussi important parce que c'est vrai qu'il faut prendre quand même dans la balance que il y a le traitement. Il y a aussi potentiellement le tarif de la congélation et autres. Alors là, c'est grosso modo à peu près pareil. Mais ce qui est vraiment différent aussi, c'est le tarif des transferts supplémentaires. Et ça, c'est du simple au double. C'est-à-dire que quand on va aller vers un pays comme l'Espagne, on est plutôt dans les 1800 euros pour un transfert supplémentaire. Quand on va en République tchèque, on est autour des 500 euros. Donc, vous voyez, c'est même pas du simple au double, c'est du simple au triple. Donc et souvent, un traitement, il faut pouvoir l'assumer, en fait. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses à peser dans la balance. Et c'est pour ça que quand on prend rendez-vous, soit avec moi, soit avec Julie pour une prestation, pour vraiment discuter de son cas précis, justement, on prend, nous, en compte ça, le côté financier aussi, le côté global, pour vous orienter vraiment vers la bonne clinique. Après, vous pouvez le faire aussi, vous, hein, je veux dire, vous pouvez regarder financièrement ce qui est accessible, enfin, où est-ce que vous voulez, pour vous, c'est plus financièrement, ça va, vous êtes OK, et du coup, vous voulez vraiment avoir des prestations un peu plus, et puis être plus accompagné, ça sera plus l'Espagne, et puis financièrement, c'est vraiment, vous devez vous saigner pour avoir un don d'embryon, je veux dire, dans vos sites, donc là, allez plutôt vers la République tchèque. Après, il y a une histoire de feeling aussi. Il y a beaucoup de personnes qui se disent financièrement, je vais en République tchèque. Et ils n'ont pas forcément un feeling, ils l'ont plus avec l'Espagne. C'est ça. Qui, du coup, au vu du pays, on n'a pas du tout la même façon de vivre et ils sont très bien, ils sont très gentils, mais c'est pas le même ressenti entre l'Espagne et la République tchèque, quoi. C'est des cultures totalement différentes. Un pays froid, quoi. Exactement, tu as tout compris. C'est vraiment, voilà, l'Espagne, c'est quand même, voilà, c'est un pays latin, c'est un pays, les gens sont accueillants, les gens sont, voilà. Et c'est vrai que la République tchèque, alors, ils sont accueillants aussi, mais à leur manière. Voilà, c'est ça. Voilà, ils sont gentils, mais voilà, c'est autre chose. Et c'est vrai que, et je pense que ça dépend vraiment du feeling aussi. Et de nouveau, avec la clinique aussi. C'est pour ça que moi, souvent, quand j'ai des personnes, alors on discute d'abord au niveau du don. C'est comme ça un petit peu que je décide. C'est je me dis, voilà, au niveau du don, déjà, est-ce qu'il y a une préférence en don anonyme ou pas? Parce que ça, c'est clair que ça met une sélection. Ça fait déjà une grosse sélection. Et puis après, on discute aussi du pays vers lesquels ils sont le plus attirés. Et ça, c'est super important. Et après, des fois, souvent, je propose aussi de faire des rendez-vous avec 2 cliniques quand on fait une sélection, pour se dire, voilà, et dans laquelle vous aurez le plus feeling. Et puis aussi, c'est le ressentiment. Quand je vois des personnes qui vraiment ont eu un vécu très difficile, qui ont vraiment besoin d'être hyper soutenues, voilà, c'est vrai que là, alors on a parlé de Vida Fertility, qui est cette toute nouvelle clinique avec Sophie Hortel. Et c'est vrai que là, elle est tellement disponible que c'est vrai que c'est ça, c'est l'accompagnement plus, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, on va favoriser ça. Si on voit que... Donc ça dépend aussi. Mais en tout cas, alors déjà, quand vous vous tournez vers une clinique avec lesquelles on travaille, déjà, on a négocié pour vous des réductions. Voilà. Il y a quand même la force de l'entité. Ça, je le dis toujours, et c'est pas négligeable. C'est-à-dire que si vous avez une question, enfin, nous, on peut aussi aller vers eux quand on vous réfère à une clinique en leur posant des questions, en approfondissant certaines choses. Et puis, vous savez que c'est des cliniques quand même qui ont passé certains critères qui sont quand même, qui font de ces cliniques des cliniques qui ont la capacité de vous aider, en fait. Est-ce que tu as d'autres questions?
À partir de combien d'échecs il serait bien d'envisager des examens type dont on a parlé alors, pas forcément que cela, mais Ouais, peut-être des alors, présentations aussi, mm, mm. le endométrio, tout ça. Alors, c'est vrai que les cliniques, on dit que normalement, c'est 3 échecs, parce que normalement, en 3 tentatives, on est censé avoir un son bébé. C'est un peu la promesse des cliniques quand elles vous disent que c'est 80, le don d'ovocytes, c'est sur un cycle, normalement, il y a 3 transferts, et normalement, c'est un peu la statistique, c'est vous êtes à 90% sûr d'avoir un bébé au bout de ces 3 transferts. Donc là, clairement, il faut investiguer. Après, de nouveau, ça dépend de chaque personne. S'il y a des antécédents, des choses plus profondes, etc., peut-être investiguer un peu plus tôt. Premier transfert, moi, je dirais, c'est un peu le transfert d'essai. Deuxième transfert, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais même déjà après le deuxième échec. Surtout Moi, ce si serait... on est sur une FIV d'eau avec 3 embryons, C'est ça. clairement, moi, je conseille tout le temps de 2 faire échecs. un deuxième échec. Ouais, ouais. C'est que normalement le 1, c'est un peu le test. Donc ça peut ne pas marcher. Deuxième, si ça ne marche pas, là, il faut quand même se poser des questions. Et puis, il y a toute une panel de tests. Bah, il y a les tests proposés par les cliniques, justement endométrio, qui testent plein de choses différentes. C'est le microbiote de l'endomètre, la fenêtre d'implantation et s'il n'y a pas une inflammation au niveau de l'endométrio. Il y a Matrice Lab qui est plutôt l'immunité de l'endomètre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Après, il y a des tests propres à chaque clinique aussi. Hein. Les grosses cliniques, notamment IVF Spain, développent leurs tests en interne. Donc, ils appellent ça autrement. Je n'ai pas le nom en tête maintenant. Les autres plus petites cliniques utilisent des tests, notamment d'Igenomics, qui sont des tests finalement d'IVI. Donc, même si vous n'allez pas chez IVI, vous profitez des mêmes tests que fait IVI. Donc, voilà. Et même en France, je vois qu'on Oui. recommande justement ça. Les personnes achètent sur Igenomics un kit Ouais. qu'ils reçoivent à la maison. Ils vont faire ça avec leur gynéco et ça repart au labo pour être analysé. Ouais. Et même dernièrement, on a entendu, enfin moi j'ai entendu, et là ça sera aussi un développement qu'on va faire, c'est aussi au Maroc, parce que j'ai eu une conversation avec une personne d'un laboratoire du style Igenomics en Espagne, donc un des laboratoires qui font les tests pour les autres, tous les tests génétiques pour les autres cliniques. Et elle me disait qu'il travaillait beaucoup avec le Maroc, où il y a notamment une clinique. Alors là, je dois faire rendez-vous avec le chef de la clinique, qui a une très bonne clinique là-bas, qui font le screening préimplantatoire. Donc ça peut être intéressant pour les Français. La FIV au Maroc est pas chère du tout. Et du coup, ça peut être une alternative. Et de toute façon, le test est fait en Espagne. Donc, en fait, en gros, Qualitatif. voilà, c'est qualitatif. Donc, elle me disait, et moi, qu'une clinique en Espagne me propose, me parle d'une clinique au Maroc, c'est assez rassurant, je trouve. On va investiguer et puis on reviendra vers vous parce que ça peut être aussi, aussi une alternative à tout ça. Et puis, évidemment, y a Fertiline qui est plus une approche globale. Parce que c'est vrai que tous ces tests dont on a parlé, c'est beaucoup des tests en local. Donc, c'est sur l'endomètre. Et j'ai le mot en anglais. Et c'est vrai que quand même, en tout cas, nous, dans Fertiline, notre point de vue, c'est que, et ça semble aussi être quelque chose qui est pris en compte aussi par les médecins, c'est que l'immunité, ce n'est pas que sur l'endomètre. Elle est quand même globale. Donc, pour le moment, eux, ils testent l'endomètre, mais l'immunité, il y a beaucoup de papiers à ce sujet. L'immunité, c'est aussi beaucoup, et tu le sais, hein, Julie, c'est le microbiote. On sait que 80% de l'immunité vient du microbiote. Il y a beaucoup de maladies, même des maladies psychologiques, hein, qui viennent du microbiote. Ouais. Et dépression, tout ça. Dépression viennent du microbiote, donc l'humidité aussi. Du coup, alors on peut traiter le microbiote en local, donc au niveau de l'endomètre, mais si on ne traite pas le microbiote au niveau intestinal, voilà, et comme on traite un microbiote au niveau intestinal, alors c'est avec l'aide de probiotiques. Donc ça, c'est le côté facile, pour autant qu'il faut prendre les bons probiotiques, parce qu'il y a des probiotiques qui peuvent être selon
Si vous êtes en sous-immunité, surimmunité, enfin, comment marche votre immunité, ce n'est pas les mêmes probiotiques. Et aussi, c'est par la nutrition. Malheureusement, et voilà, la complémentation, c'est vraiment le mot complément. C'est en complémentation d'une hygiène de vie et de l'alimentation. Et là, on va travailler sur une immunité pour, voilà, de manière efficace. Ouais, IVIEP, c'est effectivement IRMAP, INMAP, effectivement. Sont les équivalents endométrieux de chez IVI. Oui, exactement. Oui, RMAP, c'est la fenêtre d'implantation. Et INMAP, c'est le microbiote. Ouais, l'immunité. Par contre, il n'y a pas le côté inflammation, mais le côté inflammation, c'est quelque chose, et malheureusement pas assez checké, je trouve, par les médecins, qui devrait même être vu en tout premier lieu, même chez votre médecin en France, parce qu'une endométrie, franchement... Mais la biopsie de l'endomètre pour l'endométrite, elle se fait quand même beaucoup en France. Ouais, elle se fait quand même, parce que voilà, ça c'est quand même, je veux dire, quand il y a une endométrie. Après, le problème de l'endométrite, c'est qu'elle est souvent réglée par des moyens antibiotiques. Et le problème, c'est que, attention, quand vous prenez des antibiotiques, ça détruit votre flore intestinale. Donc là, on a un problème de nouveau de flore. Donc c'est pour ça que voilà, une approche plus globale que juste médicamenteuse peut être aussi intéressante. Voilà. Oui, parce que typiquement, pour une endométrite chronique, les médecins, ils vous donnent des antibiotiques. Mais donc, le problème, c'est que ça va régler un problème inflammatoire, mais ça ne va pas régler un problème de flore. C'est comme les résultats pour, par exemple, le Matrice Lab ou le INMAP au niveau de l'immunité, c'est qu'au niveau médical, ce qu'on sait faire sur l'immunité, c'est on peut, alors si elle n'est pas assez active, on la réactive, et ça c'est plutôt naturel comme solution, c'est-à-dire qu'on va donner des bêta-HCG, on va vous proposer d'avoir des rapports avec monsieur, parce que le sperme de l'homme peut activer l'immunité. D'ailleurs, attention aussi, parce que si le sperme de l'homme a des cellules, un problème immunitaire dedans, ça peut aussi faire des problèmes d'implantation, ça on en parle beaucoup chez Fertiline. Et ça peut être une cause d'échec, mais on le regarde peu souvent. Et la solution, sinon, si l'immunité est trop forte, c'est de donner en fait leur cortisone, une immunosuppresseur, c'est pour la calmer. Le problème, c'est que la cortisone, ça a ce positif de calmer l'immunité, mais ça a le négatif de poser des problèmes au niveau de la vascularisation. Donc, on règle un problème, mais on en rajoute un autre. Du coup, on va prendre l'aspirine. L'aspirine, je crois que je crois qu'il n'y a pas trop de contre-indications aspirine baby, mais voilà, donc c'est un peu... voilà. Mais voilà. Il faut jouer sur plusieurs, sur différents. Moi, je pense qu'il y a une efficacité. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas une approche qui est, et on le saurait, s'il y avait une approche qui soit génialissime, tout le monde, enfin voilà, tout le monde, ce serait le Saint Graal, mais tout le monde le saurait. Et même dixit les médecins, alors déjà l'immunité, ça c'est clairement, ils le disent, on ne connaît pas encore la solution. La solution, et c'est vraiment quelque chose qu'ils apprennent. L'immunité, c'est vraiment quelque chose que les médecins ont vraiment du mal à capter. Et en PMA, la PMA est une médecine qui est quand même très jeune, qui n'a que 40 ans, comparée à d'autres médecines. Et les médecins ils vont, dixit, les médecins, ils vont aussi à tâtons. Et des fois, on a l'impression que c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent que la première fibre, c'est une fibre diagnostique, parce qu'ils ne savent pas comment la personne va réagir au protocole, parce que chaque personne est différente. Donc déjà, de base, sur ça et sur la réaction du corps de chaque femme et de chaque couple au traitement, c'est différent. Donc, avec la personne qui posait la question par rapport aux dons, alors voilà, on lui a proposé, donc toutes les cliniques avec lesquelles on travaille, on propose des dons. Après, ça dépend, tu as répondu, c'est par rapport au phénotype aussi, parce que c'est clair que... Oui, d'ailleurs, on nous demandait en République tchèque, est-ce qu'il y a tous les phénotypes ? Non. Pas forcément, parce que c'est que ceux de République tchèque qui peuvent faire un don. Alors, oui, c'est que les femmes en République tchèque qui peuvent... c'est pas aussi drastique qu'en Ukraine. Là, c'est que les Ukrainiennes. En République tchèque, c'est pas aussi drastique, mais la réalité, c'est que les Tchèques font des dons.
Et il y a très peu au niveau des phénotypes, il y a très peu de personnes qui sont de phénotypes autres que les Tchèques. Ouais, les Tchèques. Donc, du coup, c'est vrai que si on a un phénotype typiquement asiatique ou d'Afrique, République tchèque, ce n'est pas une solution. Après, ce n'est pas impossible, mais c'est long. Ouais. Et par rapport à l'Ukraine, la République tchèque, tu as des infos si ça pose problème là pour les... Non, alors j'avoue que là, j'avais commencé on avait commencé une collaboration avec l'Ukraine, mais là, elle m'a dit on vous recontacte quand la situation s'améliore. Et honnêtement, c'est terrible, quoi. Voilà, il n'y a pas de... Donc, on espère vraiment qu'ils nous recontactent bien vite parce que ça voudrait dire que les choses sont revenus. Mais là, par rapport à ceux qui sont en République tchèque en ce moment, là, reprofite, il y a déjà des clients... Ah oui, alors là, il n'y a pas d'impact. Je veux dire, c'est quand même... Non. C'était par rapport à ça, ta question. Oui. Non, ça, il n'y a pas de souci. Non, je veux dire, c'est quand même deux pays qui sont... Alors, c'est vrai qu'ils sont plus proches géographiquement, voilà, mais la République tchèque est quand même en Europe, il ne faut pas l'oublier, ce que n'est ni l'Ukraine ni la Russie. Donc la République tchèque, elle jouit quand même de la protection européenne. Il faut quand même être conscient de ça. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que les Ukrainiens voulaient finalement, mais ils ne l'ont pas eu, les pauvres. Ouais. Mais voilà, donc non, il n'y a pas de souci. Du coup, les tests qu'on peut faire pour voir s'il y a un problème avec l'endomètre, il y en a quand même pas mal. Oui, alors, typiquement, c'est endométrio. Voilà, donc c'est 3 tests, Emma, Alice et Hera. Il y a les tests internes, il y a le Matrice Lab qui est en France, qui est un test en France. Il y en a encore un en France qui est aussi la fenêtre d'implantation, et maintenant je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est tous équivalents. Il y a ça, et puis il y a les tests à l'interne, ce que disait Florence, les IRMAP et IMAP, c'est finalement des tests qui sont développés in-house, dans les cliniques, pardon, mais qui travaillent sur les mêmes choses finalement. Et c'est à peu près tout. Ça, c'est vraiment... endomètre, ouais. Après, on a vu une question, est-ce qu'à 46 ans, c'est envisageable d'utiliser ses propres ovocytes? Donc moi, je disais, tout dépend de l'AMH, du parcours PMA et de tout ce qui a pu se passer. Alors moi, je vais dire, c'est pas impossible. Impossible, ouais. C'est pas impossible. Alors c'est vrai que les cliniques vont... Alors, il y a certaines cliniques qui vont pas vouloir. Il y a d'autres cliniques, et normalement les cliniques avec lesquelles on travaille sont assez volontaires par rapport à ça, en se disant c'est important quand même de le faire. Et je veux dire, j'ai eu des très belles histoires de personnes qui ont pu avoir des enfants à 46-47 ans avec leurs propres ovocytes. Donc, ce n'est pas impossible. Après, ce qu'il faut savoir, ça dépend aussi de l'AMH, parce qu'évidemment, plus on va avoir un AMH élevé, plus on va avoir une probabilité d'avoir plus d'ovocytes, et dans le pôle d'ovocytes, d'avoir des ovocytes qui sont bons. Il y a aussi le conjoint, parce que mine de rien, la femme, elle augmente en l'âge, mais l'homme aussi. Donc, elle joue, mais l'homme, il joue pour moitié. Donc monsieur, s'il a aussi 46 ans, c'est lui aussi, il faut faire attention. Et puis, de nouveau, là, je reviens sur ma préparation, c'est que clairement, à 46 ans, vous n'avez pas la même santé qu'avant. On sait que les veines, et on le voit par exemple au niveau des mains, souvent, les veines sont plus fines. Donc, c'est la même chose au niveau de votre endomètre, c'est la même chose au niveau de tout. Donc, il faut travailler beaucoup la vascularisation. Il faut travailler, on a plus d'oxydation parce qu'on a plus vécu. On a moins de micronutriments parce qu'on a plus vécu, on en a plus consommé. Après, on n'est pas tous égaux. Peut-être que vous, en l'occurrence, vous avez un bagage. On a des bagages qui sont différents, qui est meilleur que quelqu'un qui aurait 35 ans. Il y a des gens à 35 ans qui ont un bagage bien pire que des gens à 46 ans. Donc voilà, je veux dire, c'est en général. Et du coup, ce bagage, il se travaille. Alors, on ne peut pas tout régler.
mais on peut enlever certaines choses. Voilà, on peut l'aider. Et du coup, si vraiment le souhait est d'aller avec ses propres ovocytes, il faut aussi des stratégies, parce que si l'AMH est bas, peut-être qu'il ne faut pas bombarder avec une stimulation. Oui. On disait plutôt FIV douce quand c'est des choses. Voilà, exactement, parce que vos ovaires, ils sont fatigués. Donc, si on les bombarde avec des grosses doses, ils vont dire non, non, moi, je ne veux pas activer. Donc, ils vont, voilà. Donc, avoir des stratégies, puis toujours passer. Alors, je dis toujours, en principe, on passerait par un screening préimplantatoire. Après, ça se discute aussi, parce que vu qu'il y aura fort probablement peu d'embryons et que les embryons sont fragiles parce que c'est des embryons qui sont plus âgés, un screening préimplantatoire peut aussi fragiliser. Donc, et ça, c'est aussi des choses à discuter. En fait, dans tout, il faut peser le pour et le contre. Voilà. Ouais. Donc c'est pas impossible. Dans ce cas-là, moi, je conseille souvent de tenter le premier sans le screening. Et si jamais ça ne marchait pas, de le faire après. C'est ça. Même si ça fait de la congélation, décongélation, si c'est une clinique où on fait un premier en frais et qu'après on fait le DPI, pourquoi pas? Alors, moi, ce que je propose dans ce cas-là, et tu as tout à fait raison, c'est de faire le premier transfert en frais, tout en sachant qu'il y a des risques de fausse couche et des risques aussi d'enfants avec une trisomie qui sont augmentés. Hein. Il y a les mêmes risques aussi plus jeunes, mais ils sont augmentés. Ouais. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est discuter avec la clinique que si les embryons il y a des embryons à congeler, on va faire une biopsie avant de les congeler. Parce qu'effectivement, congeler, décongeler, ce n'est pas optimal. Et on peut tout à fait faire une biopsie, garder les cellules qui ont été prélevées pas au même endroit que les embryons. Et si on veut faire ensuite un screening préimplantatoire, c'est uniquement dégeler ce qui a été prélevé, faire le test dessus, et ce qui a été prélevé est identique que ce qu'il y a dans l'embryon. Donc, du coup, on va se dire, embryon 1 est bon, embryon 2, il n'est pas bon. Et ça, c'est une stratégie qu'on a beaucoup avec Reprofit, parce que c'est vrai que souvent, on a cette discussion, parce que, voilà, et c'est aussi... Voilà, il y a beaucoup de discussions à avoir avec les cliniques aussi. C'est vrai qu'en fait, il y a plein d'options. Il y a plein de possibilités. Voilà, plein de possibilités. Ça, je trouve que c'est une bonne solution pour justement faire une dernière tentative. Ou alors la FIV tandem. La FIV tandem, voilà, justement, c'est-à-dire de se dire... alors, il y a certains pays qui ne le font pas, typiquement le Portugal. En République tchèque, c'est possible, en Espagne aussi. C'est-à-dire de faire une ponction avec ses ovocytes et d'avoir quand même une donneuse de secours. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent des ovocytes qui sont congelés, donc moins qualitatifs, parce que voilà, mais il y a plein d'options en fait. Et c'est pour ça que c'est des stratégies aussi. Enfin, moi, je trouve très intéressant parce que c'est vraiment une stratégie à discuter, quoi. D'où ton travail. D'où mon travail et ce que justement que tu m'aides à faire. Et alors justement, on voulait profiter. Alors je ne sais pas s'il y avait encore des questions. Je vois aussi des questions spécialisées en endométriose, en adénomiose. Honnêtement. En Espagne, pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté. En fait, l'adénomiose endométriose, c'est vraiment une pathologie qui est connue par les cliniques. Toutes les cliniques. Après, il y a certaines cliniques qui ont comment dire, ont un département spécifique pour ça parce qu'elles vont faire peut-être plus de recherches. Mais ce n'est pas parce qu'on fait de la recherche qu'on est mieux au niveau du suivi patient. Hein. C'est ça, voilà. Mais finalement, l'endométriose, c'est encore quelque chose qui est pas, comment dire, qui est... C'est pas un problème particulier. Ouais, c'est pas un problème particulier, c'est quand même un problème particulier. Et très honnêtement, et ça, voilà, on le sait avec Julie, c'est vraiment quand même quelque chose qui est très traité, que ce soit en fertilité ou même quand c'est de l'endométriose par rapport à son confort, par tout ce qui est naturel. Oui, clairement. C'est-à-dire qu'une adénomiose, une endométriose, ce qu'il faut voir, c'est les composantes, c'est le côté inflammatoire, immunitaire et carences aussi, parce que l'inflammation va créer des carences. Et tout ça, ça se règle par le côté plutôt naturopathie, complément, nutrition, je veux dire, voilà. Donc,
il n'y a pas, au niveau de la clinique, elle, par rapport à une endométriose, ne va pas vous traiter différemment. Les seules choses, peut-être, alors ce qu'on Il y a discute. adénomiose, oui, quand même. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas quel est ton adénomiose, qu'est-ce qu'elles vont faire différemment avec l'adénomiose? Ben déjà, baby garantie, pas possible. Oui, voilà, voilà. Non, non, tout à Et fait. après, adénomiose, je crois qu'il y a quand même l'ovenox et aspégique d'office. D'accord, ok. Mm. Alors, qui a du sens. Après, ce qui est peut-être aussi intéressant dans ces situations, c'est peut-être de faire un transfert sur cycle frais, sur cycle naturel, pardon, Mhm. parce que dès qu'on va prendre des œstrogènes, déjà les œstrogènes, Pas trop. Mm. voilà, voilà, et les œstrogènes artificiels, c'est encore pire. Ouais. Du coup, c'est plutôt, voilà, donc il y a des stratégies, mais des fois, les cliniques sont, mais elles vont pas proposer ça en première intention. Oui, ça c'est sûr. Et Quelle ça, que soit la pathologie d'ailleurs, voilà, en première voilà, intention, c'est on ça, aura parce un que c'est beaucoup traitement plus plus ou compliqué. moins spécialisé par rapport à la MH, à l'âge, au Exactement. profil du couple, tout ça. Mais les pathologies, en première intention, il n'y aura pas forcément. Tout à fait. Ouais. Euh, on avait d'autres questions? Ben, je pense qu'on est bon, j'ai On a fait le tout. tour. Ouais. Alors nous, on voulait aussi profiter de ce live pour vous parler aussi d'une nouveauté avec Julie. En fait, nous, on a décidé de passer sur un autre groupe pour pouvoir faire nos lives. Maintenant, on va vous demander quand même une contribution. Alors, on a essayé que cette contribution ne soit pas trop élevée parce qu'on sait que c'est déjà Accessible. voilà, que ce soit c'est une contribution accessible, mais on s'est dit, voilà, si on a plusieurs personnes qui contribuent, là, on est déjà un bon groupe ici sur Don de Site, sur quelle clinique il y a aussi pas mal de personnes. Et du coup, en fait, on va faire ça sous forme d'espace membre, un peu comme fait MIA, l'association MIA et autres. Donc, c'est sous forme d'espace membre. Donc, soit vous pourrez payer par mois, et ça sera 9 euros par mois. Donc, on voulait vraiment rester en dessous des 10 euros. Soit vous pouvez payer par année et ça sera un peu moins cher, d'accord? Donc, si vous, par exemple, vous vous dites, bon, je me donne 1 an, et puis dans cet espacement, nous, ce qu'on va vous proposer, justement, je vois la demande des replays, on va vous proposer ces lives. Donc, nous, on va faire un live par mois sur orientation PMA, comme on a fait aujourd'hui pour répondre à des questions. On va faire un live avec des cliniques. Alors, juste pas pendant l'été parce que ça va être un peu compliqué. Ou peut-être qu'on va faire, on verra, ça dépendra. On va peut-être faire un sondage aussi. Si on fait live ou pas pendant la clinique, il faudra voir avec une clinique. Mais c'est vrai que ça nous demande. Clinique ou gynécologue avec un thème en Voilà, particulier. exactement. Gynécologue, parce que là, on a plein de personnes, donc je pense que c'est super intéressant pour vous d'avoir une Des discussion avis. avec des avis. Et puis aussi, on voudrait aussi vous aider sur le côté émotionnel. Donc, Julie va vous proposer une séance par mois. Donc, ça sera un rendez-vous mensuel pour faire de la sophrologie. Parce que moi j'ai testé la sophrologie de Julie l'autre fois. Enfin, franchement, ça fait un bien fou. Enfin, honnêtement, je connaissais pas. Vraiment, et je lui ai dit, je connaissais pas. Et j'ai testé une de ses séances et elle a fait pour une séance de groupe sur Fertiline et c'était vraiment top. Ça fait vraiment du bien. Et donc, ça sera soit vous assistez à la séance parce que vous êtes disponible, soit vous pourrez la voir en replay. Donc, ça sera dans votre espace membre. Et le but, c'est de vous accompagner vraiment aussi au niveau émotionnel parce qu'on sait que tout ce parcours, il vous impacte aussi émotionnellement. Et le but, c'est de vous donner des outils, en fait. C'est vraiment une boîte à outils. Et c'est vraiment chouette. Franchement, moi, il y a des trucs que j'utilise encore. Cette histoire tu leur raconteras l'histoire de la poubelle, mais maintenant, je pense à toi Ouais. à chaque fois. Pour en savoir plus, voilà, faudra attendre la prochaine séance de Julie. C'est ça. Et donc voilà, donc une séance, donc il y aura 3 séances mensuelles, 3 lives mensuels. Vous allez aussi avoir des réductions sur les cliniques. Là, c'est quand même tout un travail pour nous vraiment de les intégrer à l'outil, d'avoir des nouvelles cliniques, de négocier ces réductions. Donc voilà, on se rend compte que ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et puis voilà, voilà.
Les réductions cliniques, réduction aussi sur Nutrine, donc les compléments alimentaires. On fera aussi une séance sur l'importance des compléments alimentaires dans un parcours de PMA, aussi par rapport à la préparation, pendant, mais aussi par rapport au bébé, quoi. Et c'est vrai que souvent, on dit c'est l'acide folique, il faut prendre l'acide folique, mais ce n'est pas que l'acide folique, et il y a beaucoup de subtilité à l'acide folique, donc ça, on fera aussi une séance là-dessus. Aussi réduction sur fertiline, comme souvent on propose, du coup, on fait 5% de réduction sur fertiline. Où vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de réduction. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? En plus, je me suis mis là. Le fait aussi que nous, on soit en contact avec les cliniques et qu'on puisse vous apporter des réponses si vous n'en avez pas de suite. Voilà. Ça, c'était aussi un gros plus. C'est que souvent, moi, j'ai contacté la clinique, etc. Moi, ce que me disent souvent les cliniques, c'est que elles reçoivent beaucoup d'emails. Et ce qui est aussi, il faut se mettre aussi du côté des cliniques. Elles reçoivent beaucoup d'emails et dans beaucoup des cas, les gens vont ailleurs. Donc, en gros, pour 100 emails répondus, elles ont peut-être 20 à 30% des gens. Donc, c'est vrai que ça leur fait beaucoup de travail, entre guillemets, aussi gratuit. Donc, elles essayent de le faire, elles sont là pour ça et c'est ça aussi qu'on paye. Mais voilà, et c'est vrai que quand on va proposer quelqu'un, la personne va aussi remonter un petit peu dans la file des emails. Et ça, je pense que c'est aussi un petit plus d'être géré en priorité. Et si vous n'avez pas de réponse, nous, on va faire un message à Sophie, un message à Ferticène Pro, à Dimiro. Je lui dis, vous pouvez répondre, à Reprofite aussi. Donc, ça, c'est le plus. Et puis, on vous offre aussi un mini-guide sur les perturbateurs endocriniens. Parce que pour moi, c'est vraiment important quand on va mais même pour votre futur enfant, vraiment réduire. Et il y a vraiment des choses de base pour moi, on ne peut pas ne plus les faire maintenant. Donc, il faut vraiment... Et peut-être que vous ne les faites pas parce que vous ne savez juste pas. Donc, pour moi, c'est important que vous ayez ces connaissances. Et puis aussi, un guide nutritionnel. Alors, c'est de la nutrition fertilité, mais on va dire très général, basique. C'est-à-dire que c'est vraiment les micronutriments qui sont essentiels. On va vous dire où ils se trouvent, ce qu'il faut prendre en quantité, etc. Mais c'est du générique dans le sens qu'on ne sait pas votre situation. Votre situation, comme je disais, il y a un bagage derrière. Et vous, potentiellement, vous avez des manques peut-être beaucoup plus élevés que ce que vous devriez prendre et peut-être de manque d'autres micronutriments. Il peut aussi y avoir des dérèglements qui font que vous assimilez pas. Alors, vous pouvez, par exemple, il y a des gens qui vont prendre des tonnes d'acide folique, mais qui sont incapables de les assimiler parce qu'ils n'ont pas le système pour. Donc, dans ce cas-là, ça fait des déchets. Et en plus, ça ne sert à rien. Donc tout ça, c'est plus le côté fertiline. C'est pour ça qu'on vous offre aussi 5% sur fertiline. Et on voulait quand même vous proposer, parce que on voulait faire une offre, c'est que si vous venez vous abonner à l'espace membre qui sera disponible sur le site Quelle Clinique, donc Julie, on est en train de mettre en place tout ça, donc on a encore besoin du week-end. Julie, et puis c'est début mai, c'est pour début mai, Julie vous fera un message. Si vous venez pendant le mois de mai, eh bien, vous avez une réduction pendant 3 mois et l'abonnement est à 5 €. Donc voilà, je pense que c'est une petite contribution de votre part. Pour nous, c'est important, ça nous permet vraiment de développer, de éventuellement contacter des médecins, pourquoi pas payer un médecin pour venir vous parler. Et ça, c'est important aussi. Et après, plus il y aura de membres et plus il y aura d'avantages. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas. Plus importantes. Exactement. Pour vous dire là, voilà. Je Reprofite l'embryoscope. Aujourd'hui, c'est pas forcément offert avec toutes les cliniques avec qui on travaille. Donc ça peut être négocié aussi des examens, des outils spécifiques. Ça peut être offrir d'autres types. Là, aujourd'hui, on parlait de sophro, mais ça peut être aussi autre chose. Et donc, plus il y aura de membres et plus il y aura d'avantages et de possibilités Exactement. aussi pour vous aider, quoi. Voilà, et comment ça fonctionne avec les cliniques? Justement, les cliniques, quand on l'a avec Fertilab, pour être transparent, on leur a dit, voilà, on aimerait avoir des avantages pour les personnes qu'on va vous référer. Ils nous ont dit, OK, combien de personnes vous pensez nous amener, nous envoyer, voilà, nous référer? Et là, nous, c'était compliqué. Donc, plus on aura de personnes... Et du coup, on a pu négocier quelque chose et plus on pourra... Ça peut évoluer.
Donc, plus il y aura de personnes en tant que membre, plus on aura une marge de négociation et avoir des plus, en fait, auprès de la clinique. Ça peut être... Parce que, mine de rien, les embryoscopes, c'est des fois 300 €, 400, 500 €, quoi. Donc, ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait encore des questions? Je vois qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, mais on a fini quasiment. Putain. Donc, il y aura le replay. De toute façon, le replay, on le laisse là, hein, quoi qu'il arrive. Oui, il est en direct sur le groupe. Voilà, ce replay, on le laisse là. C'est vrai que à partir, on va vous mettre le lien sur le nouveau groupe où on fera les lives. Et pour adhérer, de nouveau, ça sera... Et les replays sont disponibles là. Donc, et vous aurez toujours... Ça sera la même chose, sauf qu'on vous demande cette petite contribution. Voilà. Il y aura des petits plus quand même. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément... Voilà. Oui, non, justement, on s'est dit qu'il y a la sophro, ce qu'on a dit. Voilà, non, le but, c'est de vous proposer des choses en plus. C'est pas juste vous dire, non, maintenant, proposer. Et puis, c'est aussi pour vraiment répondre à vos questions. Je veux dire, Julie, elle fait ça aussi sur son temps. Maintenant, il faut aussi que... un peu plus, un peu la rémunérer aussi sur ce temps-là, qu'elle va passer à vous répondre. Et puis, voilà. OK. Bon, je pense... Alors, merci beaucoup de votre présence et puis au plaisir de vous retrouver. Puis moi, je vais aussi essayer, oui, ça c'était un plus que je voulais vraiment développer parce que j'ai vu que ça plaisait bien aussi quand je lis des trucs, quand j'ai des interactions avec des médecins ou avec des personnes, c'est de pouvoir faire un débrief puis vous parler de situations concrètes parce que je trouve que ça aide pas mal aussi. Donc, je vais essayer d'en faire beaucoup plus. On a oublié une chose, du coup, on nous demande est-ce que ça comprend une aide sur l'offre avec la Sécu. Oui, on a 10% aussi de remise sur toutes les prestations, donc que ça soit choix clinique où je vous aide à sélectionner une clinique à étudier. De manière personnalisée. Ça, de manière personnalisée. L'accompagnement pour créer le dossier CPM, parce que là, en ce moment, on a énormément de questions. J'essaye de répondre au mieux, mais effectivement, de façon personnalisée. L'accompagnement nutritionnel un peu plus poussé que les bases, mais pas autant que Fertiline. Ça me fait penser à quelque chose, c'est peut-être tu pourrais faire un live sur le remplissage des CPAM sur le nouveau groupe, justement, pour justement, il y a aussi le temps. Des fois, on n'a pas le temps de prendre des rendez-vous. Donc là, tu pourrais aussi répondre de manière générale quand il y a des questions générales, puis peut-être passer, si vraiment vous avez quelque chose à voir. Ça, c'est ce qu'on pourra aussi vous faire bénéficier. Si on n'y avait pas pensé, mais on va peut-être le rajouter. Mais du coup, cet été, on pourrait faire ça peut-être. Ouais, effectivement, c'est une bonne idée. Et puis voilà, nous, le but, c'est de pouvoir développer les choses. Donc, si vous avez des idées, nous, on sera super contente de le développer parce que nous, on a vraiment envie de partager avec vous et voilà. C'est tout bon. C'est tout bon. Bon, super. Alors, merci beaucoup. Il est 20h20, c'est une heure miroir pour finir, c'est magnifique. Moi, j'aime bien, à chaque fois que je vois l'heure, c'est une heure miroir. Il paraît que ça veut dire qu'on a des anges qui pensent à nous, donc j'aime bien. Je me dis super fin. Qu'est-ce que super tu dis? Pour la fin. Voilà, super pour l'avance. Non, mais pour finir à 20h20, c'est parfait. Et je me réjouis d'avoir ce rendez-vous mensuel avec vous. Puis de toute façon, on se retrouve demain, en fait, déjà, à 12h30 avec Fertilab. À 12h30 avec Et pour les personnes qui ne seront pas là, oui, il y aura un replay, mais cette fois-ci, il sera sur le nouveau groupe et sur l'espace membre. Alors, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.